disons, la manipulation de l'opinion publique. Disons, le fait que les régimes parlementaires deviennent quelque chose de tout à fait marginal disons, dans la vie politique. Oui. C'est-à-dire que même si, disons, il y a une vie parlementaire normale avec élections, etc., le Parlement lui-même devient un appendice marginal. Manipulation de l'opinion publique à travers les médias, la télévision, etc. Alors là, on pourrait dire oui, c'est-à-dire qu'il y avait ça dans le fascisme, il y avait aussi autre chose, mais il y avait ça. Oui. Alors peut-être on entre dans une perspective où le fascisme lui-même deviendrait, disons, un élément d'une construction plus large et plus ancienne. Oui, d'accord. Et alors là, par exemple, j'étais frappé, et je n'étais pas les premiers lecteurs à penser à ça, par ce texte extraordinaire, l'un des plus beaux du XIXe siècle, du point de vue de la réflexion politique, c'est-à-dire le dialogue aux enfers de Machiavel et Montesquieu, de Joly. Parce que là, évidemment, alors là, c'est que, si tu veux, on a vu à un certain moment une prophétie. Il s'agit d'un texte publié anonyme à Bruxelles en 864, et il y a cette fiction du dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Il s'agit d'un texte contre Napoléon III, le Deuxième Empire, et à un certain moment, dans les années 30, on a lu ce texte comme une, disons, prévision fulgurante des totalitarismes au XXe siècle. C'est-à-dire que là, il y aurait une prophétie du fascisme. Or, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que lorsqu'on lit ce texte aujourd'hui, on a l'impression que cette lecture était trompeuse. Parce que, en fait, si tu veux, le génie de Joly, l'auteur de ce dialogue, avait été d'analyser, disons, de se concentrer, pas tellement sur les coups d'État en tant que tels, mais sur, disons, la construction d'une vie politique normale où il y a une certaine dialectique à la surface, entre des partis politiques différents, mais en fait, cette dialectique est tout à fait illusoire. Et au centre de l'analyse, il y a la manipulation de l'opinion publique à travers les journaux, etc. Alors, si tu veux, les points d'avantage, les points de vue donnés par les présents, malheureusement, c'est de, disons, relire ce texte comme quelque chose que peut être traduit dans une réalité contemporaine où il n'y aurait pas, disons, les journaux, mais plutôt la télévision, etc., etc. Alors le problème, c'est que, à mon avis, les futurs du fascisme pourraient être liés au fait que, d'abord, la démocratie parlementaire est un phénomène fragile, parce que, disons, sa légitimité est une légitimité fragile. Ça, dans la longue période. C'est-à-dire que je pense qu'on peut souscrire ce mot de Winston Churchill lorsqu'il disait que la démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Mais, ceci dit, la légitimité populaire des régimes, disons, de système de démocratie parlementaire est très faible. Et ça, on le voit, disons, normalement, je pense. Quotidiennement. Quotidiennement, si on pense aux États-Unis. C'est-à-dire que, alors, par exemple, là, l'élection d'Obama a été un tournant, mais justement, il s'agissait de, pour ce qui concerne la mobilisation populaire, etc., mais c'était justement une exception. Parce que normalement, il y a une minorité, etc., etc.
Et il y a aussi le problème qui est le problème crucial, c'est-à-dire le rapport entre, disons, l'élection et les décisions politiques réelles, etc. Alors, si on voit ça, disons, la possibilité d'une marginalisation disons, du Parlement, etc., est une réalité aussi quotidienne. Et il y a le problème de la manipulation de l'opinion publique qui est réel. Il y a aussi, je crois, si on se place dans cette perspective longue, il y a, disons, une réflexion à faire, à mon avis, sur la vitalité possible de ce modèle, disons, autoritaire, mou, qui avait été prévu par Tocqueville. Oui, c'est-à-dire que cette dérive, disons, autoritaire déguisée de la démocratie était quelque chose que Tocqueville avait prévu. Il y a ce passage inoubliable dans son livre sur la démocratie en Amérique. Et je pense que on pourrait penser que dans des situations très différentes par rapport à l'actuel, disons, le fascisme, entre guillemets, c'est-à-dire le fascisme pas forcément lié à l'exercice de la violence, pas forcément lié à la guerre civile, etc., pourrait avoir un futur. Alors je pense il y a cette réflexion que tu connais, c'est-à-dire que j'ai proposée en tant qu'hypothèse très sombre, c'est-à-dire que la fragilité du rapport entre, disons, nos sociétés et les milieux naturels, etc., pourrait arriver à un degré de pollution, etc., qui poserait des problèmes de survivance à l'espèce humaine. Tu as formulé cette hypothèse, je le rappelle, dans un texte sur Hobbes. Voilà. Comme une nouvelle figuration, nouvelle configuration plutôt de l'hypothèse du Léviathan. Oui, voilà. Comme nécessité, justement. Oui, c'est-à-dire un nouveau pacte. Alors évidemment, chez Hobbes, il s'agissait d'un pacte, disons, une hypothèse intellectuelle. Mais on pourrait penser que la même hypothèse intellectuelle pourrait être, disons, une sorte de nécessité pour faire face à une fragilité du rapport avec la nature qui serait une menace pour l'espèce. Alors là, à ce moment-là, je pense que, disons, le prix à payer par tout le monde, évidemment, même en gardant une hiérarchie qui impliquerait que le prix n'est pas le même pour tout le monde, mais il y aurait, disons, un prix généralisé à payer, et là, un degré de contrainte, pas seulement de manipulation, pourrait devenir nécessaire. Alors là, c'est vraiment, ça c'est un cauchemar, si on veut. Mais, à mon avis, ceci montre que, disons, le fascisme a un futur.